La pluie est tombée aujourd'hui sur Abidjan. Les populations ont eu du mal à vaquer à leurs activités. Elles ont subi embouteillages, inondations, accidents et j'en passe. Vous le verrez dans cette édition. Les épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle cumulé au test d'orientation en classe de seconde, ont débuté ce mardi. Ce sont au total 309 000 élèves des classes de 3e qui prennent part à cet examen. Un colloque international sur la réglementation de la communication audiovisuelle par le satellite et les nouveaux moyens de diffusion se tient depuis ce matin à Abidjan. C'est sur initiative de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Et puis, l'actualité, c'est aussi le Mondial Brésil 2014 qui démarre dans 2 jours exactement. Et comme pour galvaniser les troupes, Alain Lobognon, le ministre des Sports, est allé rendre visite aux éléphants. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Abidjan est sous les eaux et c'est peu de le dire. Les populations se sont réveillées ce matin, les pieds dans l'eau. Une forte pluie s'est abattue sur la ville et elle continue même par endroits au moment où nous parlons. Plusieurs voies étaient inondées, coupées par les eaux de pluie, créant embouteillages et accidents. Serge Gongoma et Serge Coléa sont sortis sous la pluie. Ils ont fait le constat pour vous. Abidjan, les pieds dans l'eau. Une pluie interminable a complètement trempé la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Carrefour inondé, chaussées glissantes, accidents à certains virages. La conduite n'était pas du tout aisée en ce mardi pluvieux à Abidjan. J'ai transporté mes clients depuis le forum d'Adjamé pour aller au plateau aux 2 plateaux. En prenant le virage d'Agban pour reprendre pour aller aux 2 plateaux, la voiture a chassé moi complètement. On a perdu la route, ça glissait à moi. Bon, le contrôle a été perdu. On partait coigner directement un fer, mais je me suis débrouillé. J'ai pu dévier le fer. Donc, le côté de la voiture a tapé le fer. Mes clients, bon, en tout cas, les ambulances les ont transportés. Pour se déplacer, les Abidjanais ont eu toutes les peines. À cause de la pluie, je n'ai pas pu sortir parce qu'il n'y a pas de woro-woro, les rues sont inondées. Dans les gares de taxi, communément appelées woro-woro, moyen de transport très utilisé par les Abidjanais, la plupart des véhicules sont restés stationnés. Les voitures qui vivent chez nous, ils ont vraiment du mal à revenir parce que toujours ils sont bloqués. Peut-être si vous partez, vous allez constater, mais 2 semaines sont arrêtés dans l'eau. Avec cette pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce matin, on peut le dire, la saison des pluies s'annonce des plus houleuses. Inondations, éboulements des terrains ou encore accidents de la route sont à craindre. Alors, prudence. Vous l'avez vu, la forte pluie de ce matin sur Abidjan a causé de nombreux dégâts dans certaines communes. Suivez maintenant cet autre reportage qui illustre bien nos propos. Il est signé Koné Pargassoro et Franck Kouadio. Un camion renversé roule en l'air non loin du centre commercial le Black Market d'Adjamé. Une des nombreuses victimes de la grosse pluie de ce mardi matin. Depuis un moment, vraiment, cette voie-là, elle est vraiment dégradée. Donc avec la saison pluvieuse là, c'est devenu encore plus grave. L'averse n'a également pas épargné la clôture de la maternité d'Atekoubé, fissurée sous la pression des eaux de pluie. Dans l'ensemble, pas de perte en vie humaine jusqu'en début d'après-midi, selon le colonel Issa Sako, commandant des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan. Il exhorte toutefois les populations à quitter les zones à risque. Heureusement, on n'a pas eu à déplorer de pertes en vies humaines, même si beaucoup de dégâts ont été faits sur les biens des personnes. Nous avons été sollicités à 3 reprises à Bobo pour des inondations. Les personnes ont été mises en sécurité. À Cocody, à Bonoumé aussi. Et puis sur l'axe, la voie express, nous avons eu à dégager des personnes qui étaient dans des eaux de ruissellement. Pour celles qui restent encore dans les zones à risque, dans les bas-fonds, dans les zones d'écoulement des eaux, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'elles quittent ces zones. Un appel soutenu par Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale. Pour lui, plusieurs autres pluies fortes sont annoncées. Aujourd'hui, par exemple, nous avons enregistré environ 60 mm de pluie, donc qui n'est pas négligeable. Donc il faut s'attendre à cette quantité de pluie
qui va arriver encore dans les prochains jours. Accusé souvent par les populations de donner des informations sur le temps, informations qui prêteraient à confusion, le directeur de la météorologie nationale fait des précisions. L'information que nous donnons est toujours vraie, mais il y a ce qu'on appelle un effet d'échelle. Vous savez, Abidjan est une grande métropole. Lorsqu'on dit qu'il va pleuvoir sur Abidjan, mais il peut pleuvoir à la Riviera et ne pas pleuvoir à Yopougon. Les certitudes que nous avons sont à hauteur de 90%. Sensibilisation des autorités et autres alertes qui ne semblent pas émouvoir les habitants de ce site en bordure de lagune dans la commune d'Atekoubé. Un exemple type comme bien d'autres de l'insouciance des populations encore présentes sur des sites à risque à travers le district d'Abidjan. Le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement était sur notre plateau à 20h pour faire le point sur les zones à risque en saison pluvieuse. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la résolution de ce problème-là, l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'Office national de la sécurité et de la protection civile, et le ministère de la Construction, n'est-ce pas, ont rencontré depuis 2 semaines les différents maires du district d'Abidjan pour que des dispositions soient prises pour qu'effectivement ces personnes-là partent des lieux. Ce que l'État pouvait faire, c'était de donner, n'est-ce pas, un accompagnement, ce qui a été fait. Aujourd'hui, il reste la sensibilisation. Qui ne porte pas, peut-être? Bon, c'est tellement qu'ils ne portent pas. La preuve, c'est que les gens sont encore là. Je pense qu'on est dans le domaine de la vérité. On ne peut pas dire que ça a marché. La preuve, c'est qu'il y a des glissements de terrain et il y a des morts d'hommes. Donc, si vous voulez, l'appel n'a pas été entendu. Mais nous avons déjà pris les dispositions. Je pense même que la RTI, n'est-ce pas, a relayé, n'est-ce pas, le spot que nous avons confectionné en collaboration avec le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et logiquement, si vous voulez, nous appelons, n'est-ce pas, les différents élus du district d'Abidjan de nous aider à faire partie de ces populations-là. Il pleut sur Abidjan, mais cette pluie n'a pas empêché les 319 165 candidats à l'examen du BEPC et du test d'orientation en seconde de se rendre dans les centres d'examen ce matin. Ils seront évalués pendant 4 jours et dans toutes les matières. Rendons-nous dans quelques centres d'examen pour apprécier ce premier jour de composition. Notre guide s'appelle Patricia Omouetia. C'est sous une pluie battante que les candidats à l'examen du BEPC composent ce matin. Les épreuves se dérouleront sur 4 jours. Aujourd'hui, les candidats affrontent les épreuves de composition française et de physique-chimie. Bon, je me débrouille pas mal, ça va. L'année passée, ça n'a pas marché, mais je crois que cette année, ça pourra marcher. Demain, les candidats composeront en mathématiques et en dictée-question. L'anglais et les sciences de la vie et de la terre suivront, ainsi que l'histoire-géographie, les langues vivantes, les arts plastiques et la musique. Cette programmation fait partie des changements opérés cette année dans l'organisation de l'évaluation nationale des candidats. Ce matin, nous avons procédé au lancement des épreuves du BEPC. Tout est plutôt calme et nous pensons que nous allons avoir cette année de bien meilleurs résultats que ceux que nous avons eus les années précédentes. Dans le centre, nous avons 754 candidats. Il y a eu des absents, il y a 63 absents, sur un taux de 8,35%. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a annoncé ces innovations le 16 mai dernier à la faveur de la cérémonie de lancement des examens et concours. Au collège moderne de Cocody, qui est aussi un centre d'examen, l'on a enregistré des cas de retard et même d'absence dus à la pluie qui ne cesse d'ailleurs de tomber. Reportage Déborah Olapade, Patricia Omouetia. Collège moderne de Cocody, il est 9h03. L'épreuve de composition française a débuté il y a 51 minutes déjà. Empêchés par la pluie, 2 élèves viennent d'arriver dans leur centre. Une fois dans la salle, ils remplissent l'entête de leur copie pour prendre part au premier sujet des 10 matières de composition. Je suis stressé parce que les épreuves ont commencé avant mon arrivée. Je n'ai pas encore vu le sujet, mais je ne suis pas stressé, malgré mon retard. 2 sujets au choix, le résumé de texte et le sujet de réflexion. Il y a 2 sujets. J'ai choisi le sujet de réflexion parce que j'ai l'habitude de faire ça. Je ne suis pas stressé parce que le résumé est très facile. Je comprends le résumé. Parmi les élèves, des candidats libres prennent part eux aussi à l'exercice. J'ai décidé de passer le BEPC en candidat libre parce que je vais avoir tous mes diplômes complets.
Bon, cette année, j'ai fait la classe du 3e en cours d'histoire et je suis venue passer l'examen. Les épreuves étaient un peu difficiles, mais on va avec. Après 2 heures de composition, c'est la fin de la première épreuve. Ici au lycée classique de Cocody, pendant que certains élèves se concertent quant aux réponses de la première épreuve, d'autres espèrent rencontrer un sujet déjà vu pour la 2e épreuve. Je suis prête pour l'épreuve de sciences physiques. J'espère que ça sera facile comme l'épreuve de français. Je veux tomber sur une épreuve de chimie qui parle des arcanes, un peu de dioxygène. Devant les centres, des parents attendent leurs enfants. J'ai une fille qui compose ici. Ma présence peut la réconforter. On nous a dit de rester au dehors. Il ne faut pas les parents vont rester dedans là-bas. Donc depuis le matin, je suis là. Depuis 7h, 6h, je suis là. Des cas d'absence sont remarqués. Il y a eu quelques cas de retard. Au total, il y a eu 7 filles absentes et 14 garçons. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, qui ont débuté ce 10 juin, prendront fin le vendredi 13 juin prochain. Voilà pour le chapitre éducation de cette édition. À l'Assemblée nationale, un projet de loi portant code forestier a été adopté aujourd'hui. Présenté par le ministre des Eaux et Forêts, il a donc été adopté par les députés de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. Gabriel Zané y était pour RTI 1, son compte rendu. De 16 millions d'hectares dans les années 60 à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui, la forêt ivoirienne est dans la lettre rouge. Cette réduction drastique en moins d'un demi-siècle met la Côte d'Ivoire dans une situation délicate car les cultures de rente telles que le café et le cacao dont le pays est le premier producteur mondial se cultivent sur le sol forestier. Mathieu Babo-Daré, le ministre des Eaux et Forêts, est passé devant les députés pour exposer les motifs d'un nouveau projet de loi dans le secteur forestier. Le nouveau texte législatif prévoit des règles et des principes qui permettront en particulier de maintenir le potentiel exploitable de la forêt naturelle, de restaurer le couvert végétal en priorité en zone préforestière et des savanes, de poursuivre le reboisement et l'aménagement des forêts classées. Une nouvelle loi plus englobante se justifie car les réalités du moment veulent que la forêt ivoirienne soit sauvegardée. Mais le sujet soulève d'autres questions, notamment l'exploitation clandestine des bois, le nombre insuffisant des agents des eaux et forêts et leur réarmement, le manque de sanctions. Des faits évoqués par les députés qui n'ont cependant pas empêché l'adoption du nouveau projet de loi. Nous disons toujours qu'il y a une destruction de la forêt. Mais au niveau de l'administration, nous n'avons pas un programme de suivi. C'est pourquoi nous avons proposé à ce que le gouvernement mette en place un observatoire de suivi de l'évolution des problèmes forestiers et il fasse régulièrement l'état des lieux. Accroître le couvert forestier de 20%, c'est l'objectif que les députés ont assigné au ministère. Le gouvernement a beaucoup de projets dans ce sens selon le ministre des Eaux et Forêts. Le déguerpissement des populations des forêts a commencé dans la forêt de Taï dans l'ouest et une vaste campagne de reboisement est en cours dans le centre-nord du pays. Ce projet a donc été adopté aujourd'hui pendant que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, lui, est à Yaoundé au Cameroun pour une visite de travail de 5 jours. Et demain, Guillaume Soro prendra la parole devant l'Assemblée nationale du Cameroun à la faveur de l'ouverture de la 2e session ordinaire pour l'année avant de se rendre au Sénat, également en début de session ordinaire. Hier, lundi, les chrétiens catholiques et avec eux toute la Côte d'Ivoire ont été endeuillés par le décès du cardinal Bernard Agré qui s'est éteint à Paris des suites d'une longue maladie. Monseigneur Joseph Spiteri, le nonce apostolique, s'est rendu au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour lui annoncer officiellement la nouvelle et lui communiquer la date des obsèques. C'était en présence de notre reporter Abou Sanogo. C'est accompagné du président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Monseigneur Alexis Touabli, que le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri est venu porter l'information de la disparition du cardinal Bernard Agré au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, et ce conformément à la tradition, afin qu'il informe le président de la République Alassane Ouattara, le gouvernement et la nation ivoirienne. Nous avons parlé de la triste nouvelle du décès de son éminence cardinal Bernard Agré. Selon la tradition de l'Église catholique, nous sommes venus pour
communiqué la nouvelle aux autorités de l'État chargées de culte des affaires religieuses. Et nous sommes très, très grés, Monsieur le ministre, au gouvernement pour sa compréhension et le condoléances, comme on dit ici, le Yako, qui la Côte d'Ivoire a perdu vraiment en grande personnalité, la personne du cardinal Agré. La date officielle des obsèques du cardinal Bernard Agré sera arrêtée et communiquée ultérieurement. Je vous propose de suivre les réactions de quelques Ivoiriens après la disparition du désormais feu cardinal Bernard Agré. Elle a été belle, notre fête devant Dieu, le Père de toute miséricorde, celui qui nous reconnaît et nous pousse les uns vers les autres. Son éminence, Bernard cardinal Agré, s'est éteint ce lundi de Pentecôte à Paris des suites d'une longue maladie. La disparition de cet homme de Dieu, reconnu pour ses œuvres de bienfaisance, est une perte pour l'Église catholique. Le cardinal Agré était un homme doux, humble, posé, patient, gentil. Cet homme était un homme vraiment pieux qui priait et qui aidait les hommes vraiment en difficulté. Le cardinal Agré n'est pas mort, il est auprès du Père. Il prie pour nous, il prie pour l'Église de Côte d'Ivoire, pour que l'Église de Côte d'Ivoire puisse avancer. En ce moment douloureux, il nous a dit d'être toujours en joie. Je voudrais vraiment être en joie avec lui, avec tous mes frères, dans la prière, dans la foi surtout. Le rappel à Dieu du deuxième cardinal de l'Église catholique de Côte d'Ivoire ne laisse pas également indifférents les fidèles des autres confessions religieuses. Le cardinal Bernard Agré, je le connais plus ou moins. Je sais qu'il a œuvré pour l'union de toutes les religions. Je pense qu'il a eu bonne initiative en voulant réunir toutes les confessions religieuses, amener, c'est-à-dire tout un peuple qui puisse travailler ensemble, c'est-à-dire main dans la main pour qu'on puisse avancer. Le cardinal prônait l'unicité des religions, parce qu'en chaque religion, il y a une parcelle de vérité et il a la divinité hier. Alors, les religions, mettons-nous ensemble et entamons la marche vers Dieu. La marche vers Dieu, c'est une marche qui se fait en caravane et non une marche solitaire. Donc c'est en cela que je salue la grandeur spirituelle de l'homme. L'heure est actuellement aux concertations entre le diocèse d'Abidjan et la famille biologique du cardinal Agré en vue du rapatriement de la dépouille mortelle. Un colloque international sur la réglementation de la communication audiovisuelle par le satellite et les nouveaux moyens de diffusion se tient depuis ce matin à Abidjan. C'est une initiative de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Ce colloque réunit les pays membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication et les acteurs du secteur de la communication audiovisuelle. Si les chaînes audiovisuelles nationales sont soumises à une régulation, 1500 autres émettant par voie satellitaire en Afrique ou par les nouveaux moyens de diffusion que sont Internet et les téléphonies mobiles échappent, elles, au radar des régulations africaines. D'où ce colloque international pour faire converger les vues sur cette problématique. Nous avons pensé que les futurs enjeux concernant les télévisions de dernière génération, les nouveaux moyens de diffusion et même l'Internet nécessitaient une réflexion. Et c'est donc dans ce but que nous avons conçu ce colloque. Et l'ORIAC, qui est le réseau des instances africaines de régulation, l'a intégré à son programme. L'objectif affiché par le réseau des instances africaines de régulation de la communication est de permettre au niveau sous-régional d'adopter une politique commune. Nous allons voir dans chaque domaine quel est l'état de lieu et quelles avancées nous pouvons faire dans les prochaines années en vue d'aboutir à une situation où le champ de la régulation va embrasser l'ensemble du domaine de la communication audiovisuelle avec maintenant des moyens et des outils à mettre à la disposition des instances. Ce colloque international est aussi une tribune pour partager les expériences et réfléchir sur quelques préoccupations. Nous avons posé un certain nombre de questions, notamment la publicité. Lorsqu'on est diffusé par canal hertzien régulé, qui se trouve taxé,
alors que lorsqu'elle est diffusée par du satellite, ces mêmes règles ne s'appliquent pas. Donc nous souhaitons simplement un peu d'équité pour ne pas nous retrouver dans une situation de concurrence déloyale. On est partie prenante de ce qui se passe sur le continent, donc nous concrètement on peut apporter à la fois notre connaissance de manière générale avec l'ensemble des pays africains. Ils sont donc une centaine de participants, des experts, opérateurs et acteurs de la communication audiovisuelle et des télécommunications qui vont livrer ce mercredi le fruit de leurs réflexions. À moins d'une semaine de la fin de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, continue les campagnes de sensibilisation dans les zones à faible taux de recensement. Il s'agit pour Albert Mabry-Touakeus de présenter les avantages du RGPH. Mamadou Kwasi. Réaliser un taux de recensement de 100% au plan national. C'est le vœu du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du comité de supervision du 4e recensement général de la population et de l'habitat. C'est pourquoi, depuis le début de cette opération, il mène une campagne de sensibilisation dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. À quelques jours de la fin du recensement général de la population et de l'habitat, le ministre Albert Mabry-Touakeus met le cap sur les zones à faible taux de recensement. 6 étapes en 2 jours, Bangolo, Petit Douekoué, Diokoué, Gregbe, Soukougbe et Vavoie. Partout, le message est identique. Participez massivement à l'opération de recensement en cours. Albert Mabry-Touakeus exhorte les chefs de communauté et les leaders religieux à s'investir véritablement pour que le 4e RGPH soit une réussite. À la population, il a expliqué l'importance de cette opération qui coûte 12 milliards de francs CFA. Pour lui, une bonne planification du développement passe nécessairement par la maîtrise du nombre de la population par région. Message bien perçu par les populations visitées. Partout, elles se sont engagées à mettre à profit les derniers jours pour faire recenser les retardataires, chose qui permettra selon ces populations de bâtir une Côte d'Ivoire moderne et développée. Du 1er au 4 octobre prochain se tiendra à Abidjan la 2e édition du Salon international de la santé et du matériel. Ce salon, dénommé Medical Expo Côte d'Ivoire, verra la participation de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Cette rencontre sera donc une occasion d'offrir aux professionnels de la santé un cadre de rencontre et d'échange sur les questions liées aux dispositifs médicaux. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire ne dispose pas de plateforme locale regroupant tous les professionnels de la santé autour de la question relative aux dispositifs médicaux. Un salon international de la santé et du matériel médical, dénommé Medical Expo Côte d'Ivoire, pour rectifier le tir. Cette 2e édition se tiendra du 1er au 4 octobre prochain à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les principaux objectifs de ce salon, rendre disponible l'information sur les innovations dans le domaine des équipements médicaux et dans les domaines connexes, comme l'informatique, la gestion, etc. Présenter aux investisseurs nationaux et étrangers les opportunités d'affaires dans le domaine de la santé. L'amélioration de la qualité de l'offre de soins de santé, une préoccupation pour les autorités sanitaires ivoiriennes. Professionnels de la santé et autres structures exerçant dans le domaine sont invités à s'approprier ce salon international de la santé. Les enjeux du MEXI sont multiples pour le ministère de la Santé. C'est pourquoi j'exhorte tous les acteurs de santé à œuvrer ensemble afin de faire de cette 2e édition un véritable succès. Pour que notre système de santé tire profit de ce rassemblement des spécialistes des questions liées aux équipements, aux infrastructures de santé. Le Salon international de la santé et du matériel médical est donc un cadre de formation et d'actualisation des connaissances dans le domaine des équipements biomédicaux et autres produits de santé. Instituée par l'Union africaine, la Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée ce mardi 10 juin. Une cérémonie a été organisée à l'occasion par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Au cours de cette journée, il a été procédé au lancement d'une semaine consacrée à la sensibilisation contre le travail des enfants, avec pour thème de la protection de l'enfant à l'élimination du travail des enfants, une responsabilité collective. Le reportage de Viviane Aïma vous sera proposé dans nos prochaines éditions.
La Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest continue sa croisade sur la sensibilisation des opérateurs de la sous-région ouest africaine sur le péage en Côte d'Ivoire. La Confédération était au Niger où elle a eu une rencontre avec les transporteurs sur les retombées du péage. Adama Kone. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, continue sa route dans le cadre de la sensibilisation sur le péage en Côte d'Ivoire. Après le Mali, l'organisation a mis le cap sur le Niger. Au niveau de l'infrastructure routière, nos États ils ont travaillé. Niamey jusqu'à Abidjan, tout est bitume. Côte d'Ivoire a eu à faire une autoroute de 230 km et la route est payante. Comme dans un pays qui n'a jamais fait péage, si il le met en application, il faut venir informer ses camarades conducteurs pour dire en Côte d'Ivoire maintenant, préparer telle somme, arriver là-bas, la route est payante. Des kits contenant des documents et gadgets d'information sur le péage ont été distribués aux opérateurs économiques nigériens. Au nom de ces derniers, le président du collectif des syndicats du Niger a salué la mission du CSCRAO. En tant que Nigériens, nous avons apprécié M. Kone dans son exposé et surtout que beaucoup de Nigériens aujourd'hui empruntent la route. La fluidité routière a également fait l'objet d'échanges avec les transporteurs nigériens. La formule est simple. Nous demandons nos États qu'il va avoir une seule contrôle groupé où tout le corps vient du contrôle au départ des cars. Si le cas est transit au Burkina qui va en Côte d'Ivoire, ça arrive à la douane de Côte d'Ivoire que le cas est fouillé pour dédouaner les barrages qu'on doit dédouaner. Déjà en application en Côte d'Ivoire, ce modèle sera lancé le mois prochain à Niamey pour faire de la libre circulation des biens et des personnes une réalité dans l'espace CEDEAO. Comment avancent les différents travaux de réhabilitation des voiries et autres infrastructures en cours dans la commune de Cocody? C'est ce qu'a voulu constater le premier magistrat de la commune. Lui et son conseil se sont rendus sur le terrain pour faire eux-mêmes le constat. Reportage. Déjà une année passée à la tête de la commune de Cocody dans le district d'Abidjan, que Ongouan Akamatias et son conseil municipal font leur compte. Et les premiers résultats sont déjà appréciables. Les grands projets de développement entrepris dans la commune avancent bien. Il s'agit entre autres de la réhabilitation de la voirie et l'ouverture de nouvelles voies bitumées longues de plus de 30 km et bien d'autres projets. Ceci en vue d'améliorer le cadre de vie des populations, ce qui, hier, était une promesse de campagne. Le maire et sa délégation viennent d'effectuer une visite sur plusieurs chantiers pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Le maire et son conseil municipal se sont également rendus sur le site du 3e pont en construction, un ouvrage dont va bénéficier la commune. Financé à hauteur de 124 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et long de 1,5 km, la livraison du pont Henri Konan-Bédié est prévue pour le 15 décembre prochain. Hors de nos frontières, en bref et en images, le candidat de la droite Reuven Rivlin a été élu aujourd'hui 10e chef de l'État d'Israël par le Parlement pour succéder au président sortant Shimon Peres. À l'issue d'un scrutin à 2 tours, Rivlin, soutenu par le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a obtenu 63 voix contre 53 à son rival centriste Meir Shetrit. Premier signe de détente au Brésil, à 48 heures du coup d'envoi de la Coupe du monde de football. Les grévistes du métro de Sao Paulo ont voté cette nuit la suspension de leur grève. La grève est donc suspendue jusqu'à mercredi, veille du coup d'envoi du mondial. L'ambiance avant le coup d'envoi de ce mondial au Brésil est totale. Et puis, pour terminer, le ministre des Sports a rendu visite ce mardi aux éléphants. Alain Lobognon est allé traduire le soutien du gouvernement à la sélection nationale à 48 heures du démarrage de la grand-messe du football mondial. Le compte-rendu de Cathy Touré. C'est un acte fort, cette stratégie adoptée par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour renforcer la fibre patriotique des éléphants avant leur entrée dans la compétition. À leur base de Aguas de Lindoya, Alain Lobognon a rappelé aux joueurs les valeurs du pays à travers sa devise « Union, discipline, travail ». Il a également passé le message des Ivoiriens.
Le message essentiel tourne autour de la défense de l'emblème national. Vous avez noté que nous avons remis à chaque Ivoirien ici présent un exemplaire de cet emblème national. Un message qui vise donc à leur faire comprendre qu'ils ont le devoir, la grosse responsabilité de défendre crânement avec abnégation cet emblème national qui est le drapeau orange-blanc vert. Une responsabilité que Didier Drogba et ses amis ont à cœur d'honorer. Merci d'avoir passé le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et au nom de tous mes joueurs, on souhaite remercier les Ivoiriens pour leur soutien et leur dire encore qu'on a besoin d'eux jusqu'au bout de la compétition. On est des travailleurs, nous ce qu'on veut c'est gagner. Donc on va donner le maximum et puis Dieu décidera. Merci à tous. Drapeau en main, c'est donc gonflé à bloc que les représentants ivoiriens défendront les couleurs d'ivoire dès samedi face au Japon. C'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance à notre antenne. À demain, 23h.